Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc déjà, je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque pour cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et je dois dire que je me suis régalé ce matin avec la qualité des présentations, donc félicitations pour ce colloque. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc, du cancer avec une approche donc, de biologie évolutive. Comme vous allez le voir, c'est un domaine qui est extrêmement vaste et dense et donc j'ai simplement 45 minutes pour vous le présenter, donc on va survoler. Parfois, certaines de mes diapositives pourraient faire l'objet d'un séminaire entier. Donc en 45 minutes, on va voir trois grandes parties. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le cancer? D'où vient cette maladie? Depuis combien de temps existe-t-elle? J'essaierai de vous montrer après pourquoi c'est un pur problème de biologie évolutive. Et puis je terminerai par... donc effectivement, c'est une de mes peintures, ça, voilà. Je terminerai par un dernier aspect qui est le rôle, à mon avis, fortement sous-estimé de cette pathologie dans le fonctionnement des écosystèmes. Donc tout d'abord, le cancer, qu'est-ce que c'est? Le cancer correspond à une famille de maladies, il y a plus de 100 cancers différents, qui se caractérisent par une prolifération anarchique de cellules devenues immortelles, capables de stimuler la croissance de vaisseaux, apportant oxygène et nutriments à la tumeur. C'est une forme de manipulation de comportement, c'est comme si les cellules cancéreuses étaient capables de domestiquer les cellules saines et de les convaincre de collaborer. Et ensuite, ces cellules cancéreuses vont ensuite partir dans l'organisme pour former des foyers cancéreux secondaires, que l'on appelle donc des métastases et qui entraînent généralement le décès de la personne malade, tout au moins si cette personne n'est pas soignée correctement. Le cancer est connu dans toutes les classes de vertébrés et ça ne date pas d'hier puisqu'on trouve par exemple des traces de cancer chez des dinosaures du Jurassique. Le cancer est également connu chez des invertébrés, mollusques et insectes notamment, et d'une façon générale, pour les évolutionnistes, c'est une maladie qui est apparue avec l'émergence de la pluricellularité, la multicellularité, quand on est passé d'un stade unicellulaire à pluricellulaire. C'est un petit peu comme dans une réunion, dès qu'il y a plus de 2 ou 3 personnes, c'est pas toujours facile de mettre tout le monde d'accord. Et donc là, c'est un petit peu pareil, donc il y a des tas de conflits, on va y revenir. Donc le cancer, comme vous le savez, est un problème majeur pour l'espèce humaine. Alors est-ce qu'il l'est plus chez l'espèce humaine que d'autres espèces? C'est pas facile de répondre à cette question, pour plein de raisons. Tout d'abord, les données sont particulièrement fragmentaires dans le monde animal. On va voir ça en troisième partie. Et puis c'est vrai qu'un animal qui a un cancer, très souvent, va mourir de façon précoce, souvent dévoré par un prédateur. Toutefois, c'est une réalité de dire que le cancer est réellement problématique chez l'espèce humaine. Un quart des décès dans les pays riches et un 8e dans le monde est attribué à cette pathologie. Et là encore, ça ne date pas d'hier, puisque des travaux, des rapports de paléomédecine montrent des traces de cancer déjà il y a plus de 2000 ans, principalement des cancers des os, cancers du sein et des cancers utérins. Alors, depuis la découverte de la structure de l'ADN il y a 50 ans, le paradigme principal sur l'origine du cancer stipule que des mutations sur les gènes qui contrôlent la prolifération et la migration des cellules vont progressivement transformer des cellules saines en cellules cancéreuses. Donc ce paradigme d'évolution progressive continue largement de perdurer dans tous les milieux médicaux. Donc dans le cadre de cet exposé, aujourd'hui, je vais vous présenter une autre hypothèse un peu provocatrice, mais c'est aussi comme ça, je crois, que la science avance, celle donc de l'évolutionniste Paul Ewald, qui est aussi éditeur en chef de Journal of Evolutionary Medicine. Donc commençons par la conclusion de ce chercheur. Eh bien, selon lui, d'ici 2050, peut-être même avant, si les chercheurs travaillent bien, il pense qu'on aura montré qu'une grande majorité, alors il propose 80% parce qu'il aime bien provoquer, mais retenez simplement une grande majorité des cancers auraient une origine infectieuse. Alors pourquoi une telle idée? Commençons d'abord par un bref rappel historique. Au début des années 70, on estimait à 1% le nombre de cancers qui avaient une origine infectieuse. Il s'agissait par exemple de certains trématodes, des vers, donc, qui entraînent un cancer du foie, ou d'autres types de vers, des schistosomes responsables d'un cancer donc, de la vessie. Plus tard, on était capable de montrer que le lymphome de Burkitt, qui est un cancer tropical qui touche principalement les enfants, était dû au virus Epstein-Barr, spécialement lorsqu'il est en interaction avec le protozoaire bien connu Plasmodium falciparum, où pour des raisons encore mal comprises, le protozoaire va venir exacerber le taux de réplication du virus. Aujourd'hui, l'OMS estime que c'est près de 20% qui ont des cancers qui ont une origine infectieuse. Donc il est important de souligner quand même que les 80%
du coup restants pour lesquels on suppose que ce n'est pas infectieux, eh bien ceci n'est pas strictement démontré par des faits scientifiques. C'est-à-dire que si on regarde du coup par complémentarité, pour combien de cancers on a strictement la preuve qu'il ne s'agit pas d'une origine infectieuse, en fait il y en a très peu. Donc voyons ceux pour lesquels l'origine infectieuse est la moins contestée. Il s'agit par exemple donc, du cancer de l'estomac, le 4e plus fréquent au monde, en grande partie dû à cette bactérie, Helicobacter pylori. Il s'agit des hépatites B et C, responsables d'un grand nombre de cancers du foie. Il s'agit des papillomavirus, responsables des cancers du col de l'utérus. Donc typiquement, un grand nombre de femmes peuvent attraper un papillomavirus dans leur vie. L'immense majorité vont évacuer le virus en environ 2 ans, et celles qui ne seront pas capables d'évacuer le virus pendant 2 ans, ces 2 années-là, vont évoluer vers une infection chronique persistante. Et une petite proportion de ces femmes avec une infection chronique persistante vont développer un cancer du col de l'utérus. Donc souvent avec les pathogènes oncogènes, on a cette asymétrie dans les patrons, c'est-à-dire qu'un grand nombre de gens peuvent être infectés, un tout petit nombre vont faire le cancer, mais tous ceux qui font le cancer étaient effectivement infectés. Donc évidemment, ça ne simplifie pas le travail des chercheurs pour établir les liens de causalité. D'autres papillomavirus que les sous-types 16 et 18 ont été montrés comme impliqués dans des cancers oropharyngés. Le virus Epstein-Barr que je mentionnais tout à l'heure avec le lymphome de Burkitt en Afrique, eh bien, dans d'autres régions du monde, semble impliqué dans l'induction de cancers nasopharyngés, spécialement dans le sud de la Chine, Singapour, la Malaisie. Le virus Epstein-Barr impliqué dans des lymphomes de Hodgkin, d'autres formes de lymphomes chez les patients immunodéprimés. Toujours chez les patients immunodéprimés, on s'est aperçu que l'épidémie de sarcome de Kaposi chez les patients atteints du sida était en fait due au virus de l'herpès 8 lorsqu'il est en interaction avec le VIH, ou tout au moins dans un environnement immunodéprimé. Le virus HTLV1, responsable d'une forme de leucémie qu'on appelle la leucémie T. Donc là encore, un grand nombre de gens peuvent être infectés, un tout petit nombre vont faire cette leucémie. Par contre, tous ceux qui font cette leucémie sont bel et bien infectés, et le temps de latence peut être extrêmement important, ce qui donc ne simplifie pas le travail des chercheurs. Donc tout ça pour dire que finalement, au cours du temps, cette accumulation progressive d'évidence du rôle des infections dans l'induction du cancer a conduit, je dirais plutôt contraint, les chercheurs en médecine, les médecins en tout cas, à intégrer la composante infectieuse dans le raisonnement de l'induction du cancer, donc le schéma de base qui était donc l'accumulation progressive de mutations. Mais finalement, l'infection, pour plein de chercheurs, est toujours placée ici, c'est-à-dire comme une cause possible. C'est-à-dire que si vous supprimez l'infection, vous ne supprimez pas forcément le cancer, vous supprimez une cause possible. Et certains chercheurs à l'heure actuelle pensent qu'au contraire, l'infection devrait être placée ici. C'est-à-dire que si vous supprimez cette fois l'infection, eh bien, vous supprimez le cancer. Donc ça change absolument tout dans la lutte contre le cancer. C'est typiquement ce que l'on essaie de faire avec les vaccins contre les papillomavirus. Si on supprime l'infection, si l'infection est placée ici et pas là, eh bien, ça change absolument tout. Voilà. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse sur l'origine possiblement infectieuse des cancers. À ce stade, j'ai envie de dire que seul le temps et la recherche scientifique montreront si effectivement Paul Ewald a raison et si une grande majorité de cancers ont une origine infectieuse, ou si avec les 20% actuels, on est au maximum. Personnellement, je ne le pense pas, puisque chaque mois, quasiment, il y a des articles qui sortent avec des associations troublantes entre certains cancers et des agents infectieux. Maintenant, je vais vous parler donc du cancer comme un processus évolutif, c'est-à-dire qu'oublier l'origine possiblement infectieuse ou pas du cancer à présent, ce qui va nous préoccuper à présent, c'est donc la dynamique de la maladie une fois que le cancer est déclenché. Et donc en fait, le cancer est avant tout un problème lié à l'évolution clonale, donc l'évolution somatique, puisque ce sont donc les cellules du soma. Et comme tout processus évolutif, j'ai envie de dire digne de ce nom, eh bien, il se fait selon des processus darwiniens. Donc en fait, figurez-vous que cette vision évolutionniste du cancer ne date pas d'hier, puisqu'en fait, les premiers travaux qui présentent le cancer comme un problème donc, de biologie évolutive remontent au milieu des années 70 avec un article dans Nature en 75 et un dans Science en 76. Mais paradoxalement, ça fait que très peu de temps que l'on réalise pleinement à quel point l'adoption d'une vision évolutionniste du cancer permet d'améliorer notre compréhension de la croissance des tumeurs, de prévenir le cancer et, on l'espère en tout cas, d'améliorer les thérapies.
Comme je le disais au début de cet exposé, le cancer est une maladie qui est apparue avec l'évolution de la multicellularité il y a plus d'un demi-milliard d'années. Et en fait, cette multicellularité, pour pouvoir évoluer, a nécessité la mise en place d'adaptations tout à fait spectaculaires pour empêcher des comportements égoïstes. On peut réellement dire que les cellules chez un organisme pluricellulaire comme vous et moi dans cette salle sont socialement responsables, c'est-à-dire qu'elles se divisent que si elles reçoivent un ordre extérieur et collectif de le faire. Lorsqu'elles sont inutiles, voire dangereuses pour l'organisme, elles se suicident. C'est ce qu'on appelle l'apoptose, vous avez certainement entendu parler. Et donc en fait, toutes ces adaptations, qui sont finalement rien d'autre que des mécanismes pour empêcher le cancer, eh bien, se sont mis en place sur des millions d'années et ont permis l'évolution, la diversification du monde multicellulaire. Alors ce sont évidemment des forces qui ont permis au monde multicellulaire de se diversifier, mais ce sont également de grandes fragilités dans nos génomes, puisque les zones de l'ADN qui sont responsables de ces protections, lorsqu'elles sont endommagées, quelle qu'en soit la raison, eh bien, n'assurent plus leur fonction. Et donc on a une réversion vers cet égoïsme unicellulaire, et c'est ça avant tout le cancer. Important à considérer aussi, ce sont les échelles de temps. La sélection des mécanismes anti-cancer est un processus évolutif lent qui trouve sa source au niveau de la variabilité de l'ADN des cellules sexuelles et donc est transmis de génération en génération, alors que le cancer, lui, est un processus évolutif rapide qui, lui, trouve sa source au niveau de la variabilité de l'ADN des cellules somatiques et donc est un processus évolutif rapide de quelques semaines, quelques mois ou années. C'est important de considérer aussi, c'est que les barrières anti-cancer sont donc transmises au cours de l'évolution, alors que la variabilité au sein des tumeurs n'est pas transmise, puisque toute cette variabilité disparaît la plupart du temps avec le décès de la personne. Donc le cancer doit réinventer la roue à chaque fois. C'est à chaque fois une nouvelle expérience. Donc on pourrait penser finalement qu'il y a un décalage dans les chances, puisqu'on a d'un côté des millions d'années de sélection de résistance contre cette pathologie, et on a au mieux quelques dizaines d'années par rapport au cancer. Alors il y a quelques exceptions, on va y venir tout à l'heure, il y a quelques cas de cancer qui sont directement contagieux. D'un point de vue évolutif, le cancer correspond donc en fait à une population, enfin la masse tumorale en tout cas, une population de cellules extrêmement hétérogènes, avec certains variants qui sont plus capables que d'autres de se reproduire et qui vont, si là encore la personne n'est pas soignée correctement, conduire au décès de la personne. Ce qui peut sembler une logique absolument absurde, mais c'est pour moi en tout cas certainement une des démonstrations les plus étonnantes de l'inéluctabilité de la sélection naturelle dans tout système vivant. Et la sélection naturelle est capable et même très performante sur des pas de temps très courts. C'est la raison pour laquelle malheureusement on arrive à sélectionner des choses qui vont tuer les porteurs. Donc à l'intérieur de la tumeur, vous avez un véritable écosystème, un microcosme d'évolution dans lequel vous retrouvez tous les ingrédients qu'on retrouve classiquement dans d'autres écosystèmes. Vous avez de la compétition pour les ressources et l'oxygène, vous avez de la prédation par le système immunitaire, de la colonisation avec de nouveaux organes. La valeur sélective, la fitness des différentes cellules cancéreuses se décline en termes de capacité différentielle à se multiplier, leurs interactions entre elles et avec les cellules saines, leur adaptation à l'habitat qui se décline en termes de foie, poumons, reins, etc. Et puis il y a bien sûr les perturbations écologiques dues aux thérapies qui entraînent souvent donc des extinctions massives dans la population de cellules cancéreuses. Pour qu'il y ait de l'évolution, il faut qu'il y ait de la variation. Et en fait, de la variation, il y en a même énormément à l'intérieur des tumeurs. Si on prend les critères cytogénétiques, génétiques, épigénétiques, ça pose d'ailleurs un problème immédiat pour le diagnostic, c'est-à-dire qu'on est obligé de prendre dans différents endroits pour avoir une idée de la représentativité de cette tumeur. Et cette énorme variation, en fait, est due à une très forte instabilité génétique. Juste pour vous montrer à quel point c'est énorme, par exemple, entre une cellule cancéreuse du côlon et une cellule saine, on peut compter jusqu'à 11 000 différences génétiques. Certains auteurs disent clairement qu'une tumeur, donc c'est avant tout un clone, c'est-à-dire que c'est une cellule à la base qui a déraillé, mais à cause de cette instabilité génétique qui génère de la différence à chaque mitose, eh bien, vous avez une masse tumorale énorme, et certains n'hésitent pas à dire qu'il n'y a pas deux cellules cancéreuses qui soient strictement identiques, et ça pose un énorme problème qu'on va voir par la suite. Certains même disent que dans une tumeur de quelques grammes, il y a plus de variabilité qu'il n'y en a entre tous les hommes de la planète.
Certains auteurs ont même naïvement posé la question de savoir comment des cellules qui avaient perdu l'équivalent de un ou plusieurs chromosomes pouvaient continuer à se multiplier et être florissantes. En fait, ce n'est pas si étonnant que ça lorsqu'on se place dans la logique de fonctionnement de la cellule cancéreuse pour qui les deux seules fonctions qui comptent dorénavant, c'est la survie et la prolifération. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les zones de l'ADN qui étaient impliquées dans des tâches collectives ne servent plus à rien et donc on peut accumuler toutes sortes d'anomalies là-dedans, ça ne changera strictement rien. C'est un petit peu comme les organismes qui, au cours de l'évolution, sont passés d'un mode de vie libre à un mode de vie parasitaire et donc du coup, il y a des tas de gènes qui ne servent plus à rien parce que les fonctions sont assurées par l'hôte et donc du coup, typiquement dans ces gènes, on accumule des tas de modifications. Malheureusement, à l'intérieur d'une tumeur, il y a de la sélection naturelle, il y a tous les ingrédients pour qu'il y ait de la sélection naturelle. On a de la variation héritable entre les cellules cancéreuses, avec des capacités différentielles à se multiplier, des ressources qui sont limitées et limitantes, donc de la compétition. Et malheureusement, rien que par sélection naturelle, on arrive à expliquer le caractère de plus en plus agressif et invasif de la tumeur, des cellules cancéreuses. On arrive à expliquer qu'on va forcément favoriser les variants qui sont capables de faire pousser des vaisseaux qui apportent oxygène et nutriments à la tumeur, donc l'angiogénèse. Forcément, on favorise ceux qui sont invisibles au système immunitaire, puisque les autres sont détruits. On favorise souvent ceux qui vont former des foyers cancéreux secondaires. Et malheureusement, comme on va le voir, on favorise ceux qui résistent aux thérapies. Donc typiquement, la sélection artificielle, qui est un problème toujours extrêmement d'actualité dans le traitement du cancer, lorsque quelqu'un a une tumeur qui est déjà malheureusement très diversifiée sur les critères donc, génétiques, épigénétiques que je citais tout à l'heure, et que vous appliquez une thérapie pas trop mal ciblée sur la tumeur, le traitement va certainement détruire une grande quantité de cellules cancéreuses, peut-être 98%. Donc effectivement, la personne va mieux, on se dit super, faut continuer le traitement, c'est en train de fonctionner. Malheureusement, les cellules cancéreuses qui n'ont pas été détruites par la thérapie, c'est parce que souvent il s'agit de variants résistants et le cancer peut repartir quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, principalement à partir de ces variants résistants. Et si, bien sûr, vous n'avez pas une autre molécule sous la main pour tuer les cellules cancéreuses, vous ne pourrez malheureusement pas empêcher la personne de décéder. Donc c'est un problème qui est toujours extrêmement d'actualité. Donc si je complète le schéma de tout à l'heure, vous avez donc une cellule qui déraille pour faire cette masse tumorale, voilà, et puis vous appliquez un traitement, donc ça fait un goulot d'étranglement très fort, et principalement les variants résistants vont repartir. C'est une des raisons pour lesquelles il est important de traiter un cancer le plus tôt possible, puisque plus vous le prenez tôt, moins il y aura de la variation à l'intérieur de la tumeur, donc plus vous avez de chances de tout écraser d'un seul coup avec seulement quelques molécules. Et puis c'est une façon aussi, pour certains auteurs, d'expliquer pourquoi globalement les cancers d'enfants se soignent beaucoup mieux que les cancers d'adultes. Les enfants étant plus jeunes, forcément les tumeurs sont plus jeunes aussi, et donc il y a moins de variabilité dedans. Donc une des solutions, bien sûr, est d'augmenter le nombre de molécules anticancéreuses couplées à une détection précoce. Pour faire un petit peu par analogie à ce qui est arrivé au dodo de l'île Maurice, qui a donc été éradiqué par une pression de chasse extrêmement massive et soudaine. Donc ce n'est pas un hasard si je prends cet exemple-là. C'est parce qu'en fait, il fait partie des rares espèces qu'on a réussi à éradiquer en voulant les tuer un par un jusqu'au dernier. Globalement, on sait aujourd'hui en écologie que ce n'est pas une stratégie qui marche. Hein. Quand on veut débarrasser une zone de moustiques, par exemple, on ne va pas essayer de tuer les moustiques un par un. On sait que c'est beaucoup plus efficace de jouer sur des paramètres de leur habitat. Et si je dis ça, ce n'est pas anodin, c'est que pendant très longtemps, les thérapies anticancéreuses s'acharnaient à vouloir tuer les cellules cancéreuses. Donc en fait, on sait en écologie que ce n'est pas forcément des choses qui vont marcher. On va forcément sélectionner des variants résistants, comme le dodo. Si on lui avait laissé un petit peu plus de temps, peut-être il aurait été capable de sélectionner un variant craintif ou nocturne ou je ne sais pas quoi qui échappait aux chasseurs. Donc c'est la raison pour laquelle, donc c'est peut-être un petit peu choquant ce que je vais dire là, mais selon certains auteurs qui publient donc dans des très très bons journaux médicaux et Nature et compagnie, eh bien ils disent clairement que tant qu'on ne sera pas capable d'éradiquer complètement un cancer chez quelqu'un, il ne faut surtout pas chercher à le faire. Parce que si on cherche à le faire, tout ce que l'on va faire, c'est sélectionner des variants résistants. Donc il est mieux finalement de jouer sur l'ennemi de mon ennemi et mon ami, c'est-à-dire s'il y a des cellules cancéreuses qui ne prolifèrent pas trop,
et qui sont capables d'être compétitifs par rapport à d'autres cellules cancéreuses, eh bien, il est mieux d'essayer de gérer la tumeur pour essayer donc de la maintenir à un état stable et non invasif. Mais si on essaie de l'éradiquer alors qu'on n'a pas ce qu'il faut pour, on va juste sélectionner des variants résistants, on va avoir une amélioration à court terme, ça c'est sûr, mais à moyen terme, on aura quelque chose de catastrophique puisque on ne pourra pas empêcher les variants résistants de coloniser. Donc il y a des très beaux travaux qui montrent sur des souris que des chimiothérapies très agressives entraînent une amélioration soudaine et spectaculaire, mais les souris vont rechuter, mourir beaucoup plus tôt, et que des chimiothérapies plutôt douces, bon, globalement la souris n'est jamais en très grande forme, mais la survie clairement est maintenue, simplement parce qu'on a géré ce principe. Donc un petit peu gérer ça comme une maladie chronique, comme un diabète. Et puis bien sûr, une des solutions, ça serait de calmer cette instabilité génétique énorme, puisqu'en fait tout le problème vient de là, puisque c'est elle qui produit ce substrat sur lequel la sélection naturelle malheureusement travaille et puis fait évoluer la tumeur. Pour montrer qu'en biologie évolutive, on peut apporter des choses, typiquement les gens qui font des phylogénies, par exemple, les mêmes que celles que l'on utilise pour retracer l'histoire évolutive des espèces, eh bien, peuvent être appliquées pour comprendre le processus métastatique. Il y a tellement de différences entre toutes les cellules cancéreuses au sein d'une tumeur qu'on peut réellement dire que celles qui sont en haut à gauche, là, n'ont rien à voir avec celles qui sont en bas à droite. Et donc, du coup, lorsque l'on a une métastase, par exemple un cancer du sein qui va aller installer un foyer cancéreux secondaire au cerveau, on peut, avec ces méthodes de phylogénie, eh bien, retracer, comprendre quelle partie de la tumeur primaire a le plus contribué à ce processus-là, revenir ensuite sur ces cellules pour comprendre pourquoi celles-ci ont cette capacité à disperser. Avec des modèles mathématiques tout à fait classiques en biologie évolutive, certains font pousser des tumeurs sur leur écran d'ordinateur. Voilà, donc c'est assez pratique en fait parce qu'on choisit tous les paramètres que l'on souhaite au niveau des taux de mutation, de croissance, etc. Et donc du coup, on peut essayer de s'approcher au maximum de la réalité et d'inférer donc par la suite ce qui s'est réellement passé. Certains font de la théorie des jeux avec les cellules cancéreuses et les cellules saines, construisent des paysages adaptatifs. Là, vous avez par exemple un pic adaptatif ici qui correspond à l'inactivation d'un gène suppresseur de tumeur. Donc effectivement, pour le cancer, c'est un pic adaptatif. Les évolutionnistes peuvent également apporter des éléments d'information par rapport à l'âge auquel survient le cancer. En fait, on s'aperçoit que le cancer, enfin tout au moins les grands cancers, cancer du sein, cancer colorectal, poumon, prostate, sont tous des maladies post-reproductives, c'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent une manifestation de la sénescence. Donc la vraie question, c'est pas de savoir pourquoi il y a autant de cancers, en fait, il y en a très peu. Quand vous avez 10 puissance 14 cellules, imaginez une réunion avec 10 puissance 14 personnes et que tout le monde soit globalement d'accord, ça implique quand même pas mal de réglementation. Donc en fait, là, la vraie question, c'est de savoir pourquoi il y a aussi peu de cancers. Et en fait, la sélection naturelle a été extrêmement efficace pour nous débarrasser des cancers tant que nous sommes reproducteurs. C'est malheureusement ce qui avait horrifié Charles Darwin lorsqu'il était arrivé à la conclusion que malheureusement tout ce qui nous arrive après la reproduction est évolutivement neutre, fait partie de la sénescence. Et donc du coup, le cancer tombe dans cette catégorie-là, c'est-à-dire que tous les mécanismes anti-cancer qui sont très actifs tant que nous sommes reproducteurs, eh bien, il y a tendance à ce qu'ils s'effondrent par la suite et donc du coup le cancer se révèle. Alors à côté de ce mécanisme de sénescence tout bête, il y a des choses plus diaboliques, j'ai envie de dire, telles que ce processus au nom barbare de pléiotropie antagoniste. Donc c'est un mécanisme selon lequel tout ce qui est extrêmement favorable en début de vie, et donc qui est favorisé par la sélection naturelle, même si malheureusement plus tard dans votre vie ça vous confère des choses moins sympathiques, eh bien peut quand même être retenu. Je prends un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Chez ce petit poisson du genre Xiphophorus, là que vous trouvez dans pratiquement toutes les animaleries, eh bien, dans les populations naturelles, il y a très souvent un cancer mortel du tégument, donc un mélanome. Et en fait, des travaux publiés dans les grands journaux, JEB, PNAS, ont montré que les allèles responsables de ce mélanome conféraient à ces poissons une excellente croissance en début de vie, donc sont favorisés par la sélection naturelle. Et puis les poissons porteurs de ces allèles sont également plus agressifs et défendent mieux les territoires, ce qui fait qu'ils sont préférés par les femelles. Donc le phénomène est amplifié par sélection sexuelle. Et donc du coup, en milieu de vie, ils développent un cancer, ils meurent plus tôt, mais globalement, ils se sont plus reproduits que ceux qui n'ont pas de cancer. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle il est extrêmement difficile dans les populations naturelles de se débarrasser
de ces gènes-là. Et donc du coup, on suspecte, typiquement le cancer de la prostate chez l'homme est souvent dû à des excès de testostérone en début de vie, donc qui au moins sur des périodes ancestrales favorisaient une très bonne reproduction. Et donc typiquement, ce sont des choses qui malheureusement, alors c'est pas systématique, c'est pas tout ce qui est bon en début de vie qui va forcément vous amener quelque chose de négatif derrière, mais si malheureusement ça apporte quelque chose de négatif, ça peut quand même sur des temps évolutifs être retenu par sélection naturelle, parce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sélection naturelle ne favorise pas la survie, elle favorise la reproduction. Et donc c'est bien le drame qui existe aujourd'hui. La plupart du temps, les gens vont chez le médecin, non pas parce qu'ils aimeraient avoir 20 ou 25 enfants, mais tout simplement parce qu'ils aimeraient vivre longtemps et en bonne santé. Et on n'a pas été optimisé pour ça. Donc il y a un décalage entre ce que l'on voudrait et ce pourquoi on a été optimisé pendant notre histoire évolutive, finalement, comme n'importe quelle espèce. Alors d'autres travaux intéressants comparent le processus métastatique aux espèces invasives. En fait, on s'aperçoit que le processus métastatique est quelque chose qui est hautement inefficace. C'est-à-dire qu'on estime qu'il y a à peu près seulement 1% des tumeurs qui partent de la tumeur primaire qui arrivent à s'installer dans un autre organe et qui vont peut-être progressivement faire un foyer cancéreux secondaire. Donc un processus qui finalement ressemble à l'arrivée d'une espèce invasive. Vous savez tous qu'avec la mondialisation des échanges, qu'il y a quasiment tous les jours des dizaines, voire des centaines d'espèces qui arrivent partout sur n'importe quel continent. Une très grande majorité, heureusement, n'arriveront pas à s'installer. Une petite proportion va peut-être être capable de s'installer, et parmi ceux qui vont s'installer, de s'amplifier et puis de générer un problème écologique. Et en fait, quand on compare les différentes étapes d'une invasion biologique et puis du processus métastatique, on est frappé par la similitude des différentes étapes. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça fait des années qu'on travaille sur les invasions biologiques. La mauvaise, c'est évidemment qu'on n'a pas réglé le problème, voilà. Mais au moins, on sait qu'il y a des solutions qui ne marcheront pas. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'essayer de voir s'il y a suffisamment de choses qui peuvent marcher pour que des traitements qui fonctionnent avec les espèces invasives puissent améliorer, donner des idées pour les gens qui travaillent contre cette maladie qu'est le cancer. Il faut bien le rappeler, depuis 40 ans, la recherche est quasiment aux seules mains de chercheurs qui sont extrêmement brillants, mais qui ne sont absolument pas formés aux sciences de l'écologie et de l'évolution, alors qu'on a là typiquement un exemple. Alors bien sûr, il y aura toujours des petits malins pour dire « Ah mais moi j'ai trouvé une différence et tout ». La vraie question, ce n'est pas de trouver des différences. La vraie question, c'est de savoir s'il y a suffisamment de similitudes pour que des solutions qui fonctionnent avec les espèces invasives puissent donner des idées de nouvelles thérapies. Donc c'est en train de changer. Il y a de plus en plus d'articles qui sortent dans la littérature de chercheurs qui sont réellement à l'interface, qui vont essayer d'appliquer les sciences de l'écologie et de l'évolution pour comprendre donc, le processus cancéreux et donc mieux le combattre. Donc comme je vous disais, la recherche contre le cancer date d'une quarantaine d'années, lorsque le président Nixon avait donc déclaré sa fameuse guerre au cancer en donnant des moyens conséquents aux chercheurs et en leur donnant 5 ans pour régler le problème. Voilà. Donc, comme vous le savez, on continue malheureusement massivement de mourir du cancer, et les cancérologues sont les premiers à dire que les progrès n'ont pas été aussi spectaculaires que dans d'autres domaines, typiquement les maladies cardiovasculaires. Mais en fait, on est en face d'un ennemi qui est complètement différent, qui a un comportement darwinien. Ça n'a absolument rien à voir avec un problème, j'ai envie de dire, de tuyauterie, ou une artère qui est bouchée, on la débouche, et une fois qu'elle est débouchée, voilà, elle est débouchée, c'est réglé. Là, on a affaire à un ennemi qui a réellement un comportement darwinien, et on a, donc je vous dis, 40 ans de recherche faites par des chercheurs qui, la plupart du temps, n'ont absolument aucune formation en biologie évolutive. Il n'y a même pas de formation en biologie évolutive dans les parcours de médecine, ce qui est en train donc de changer à l'heure actuelle. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle il est plus que jamais important d'avoir des recherches transdisciplinaires sur plein de pathologies, y compris donc le cancer. Dans cette troisième partie, je vais vous parler de quelque chose qui va peut-être davantage vous parler, puisque vous travaillez dans les sciences de l'environnement. Je vous laisse apprécier la peinture. Voilà. Donc en fait, c'est donc un article qu'on a publié récemment, et on engage beaucoup de recherches en ce moment sur ce thème, donc sur le rôle, à mon avis, fortement sous-estimé donc, de cette pathologie dans le fonctionnement des écosystèmes. Alors vous avez pensé, il est complètement fou, il voit du cancer partout, donc j'essaie de vous convaincre. Donc en fait, le cancer,
comme je vous ai dit tout à l'heure, est une maladie donc, qui est apparue il y a plus d'un demi-milliard d'années, lorsque la vie est passée du stade unicellulaire à pluricellulaire, et concerne en fait un très grand nombre de métazoaires. Et le processus cancéreux, qui est un processus généralement assez lent, eh bien, avant d'aboutir éventuellement directement au décès de l'individu porteur de tumeur, va progressivement diminuer sa capacité dans la compétition, sa susceptibilité aux pathogènes, sa vulnérabilité aux prédateurs et sa capacité à disperser. Et malgré ce cocktail, j'ai envie de dire, explosif de variables que vous savez écologiquement pertinentes, eh bien, à l'heure actuelle, aucun modèle dans le fonctionnement des écosystèmes ne prend en compte cette pathologie. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette vision-là. Et donc, à mon avis, c'est parce que la plupart du temps, les chercheurs ont focalisé sur les cancers qui avaient des manifestations externes, ce qui, pour plein de raisons, ne sont pas facilement observables. Hein. Et puis, de façon, là encore, extrêmement naïve, on considère que le cancer a peu de chances de jouer un rôle parce que les individus qui, éventuellement, deviendraient, entre guillemets, soudainement cancéreux, vont rapidement disparaître et donc ne vont pas jouer de rôle dans le fonctionnement des écosystèmes. Donc, ces deux suppositions sont, bien sûr, extrêmement naïves et donc fausses. Bon, d'abord, un premier exemple. Il y a des organismes qui peuvent vivre pendant très longtemps dans l'écosystème avec des cancers. Typiquement, le comportement de cette tortue est modifié, les temps de plongée sont différents, les interactions avec les poissons nettoyeurs sont complètement différentes. Donc déjà, des individus qui ont des manifestations extérieures peuvent perdurer. Et puis surtout, j'ai envie de dire, c'est que les cancers qui présentent des manifestations extérieures représentent la partie émergée de l'iceberg. En fait, avec les outils que l'on a lorsque l'on étudie la faune à l'heure actuelle, je pense que l'immense majorité des cancers, on ne les voit pas. Et si on provoque un petit peu même, j'ai envie de dire que tout ce qui est écologiquement pertinent se passe bien avant que l'on ait des manifestations extérieures, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a absolument pas eu accès à cette information. Quand vous voyez une hirondelle se faire attraper par un faucon hombreau dans la nature, n'importe quel écologiste va conclure à un acte de prédation tout bête. Et en fait, pourquoi cette hirondelle et pas celle d'à côté? Peut-être par rapport à différents stades, sachant que le monde ne se divise pas entre ceux qui ont un cancer et ceux qui n'ont pas de cancer. Absolument tous les organismes développent des cancers, enfin, les organismes multicellulaires, et plus on vieillit et plus on en a. Les personnes âgées en sont farcies de carcinomes in situ. Donc le monde ne se divise absolument pas entre ceux qui ont des tumeurs et ceux qui ont des tumeurs. Donc en fait, tout ça pour dire qu'à l'heure actuelle, ce qu'il faudrait, c'est davantage d'informations sur la forme de la courbe entre la santé, dont dépendent toutes les variables écologiquement pertinentes, et puis le processus tumoral qui peut prendre plusieurs mois, plusieurs années. Et puis bien sûr, comme je vous disais à l'instant, la distribution des différents stades cancéreux. On s'est aperçu, notamment suite à des autopsies, de gens qui se sont tués en voiture, effectivement qu'après 40 ans, 37% des hommes ont déjà des micro-tumeurs dans la prostate. À 20 ans, c'était 9%. Les femmes ont la même chose dans les seins, la même chose dans tous les organes. Donc je dis, on accumule des lésions cancéreuses plus ou moins graves. On n'a aucune idée de la forme de ces courbes. Bon, typiquement, on pourrait penser, par analogie avec les cancers humains, que ceci serait peut-être le reflet illustratif, en tout cas, du cancer de la prostate. C'est-à-dire que pendant pratiquement toute la formation du cancer, il n'y a pas d'effet. Et puis quand malheureusement il y a un effet sur la santé, c'est qu'on est rendu à un stade extrêmement avancé. Et ça peut être davantage le cancer du pancréas. Mais pour la plupart des organismes animaux et la plupart des organes, on n'a absolument aucune idée de ces courbes. Pareil, donc ce que je vous disais à l'instant, il y a donc tous les organismes. Dans cette salle, nous avons tous, absolument tous, des tumeurs en nous et pas forcément un cancer. Mais évidemment, on le sait par les travaux en immunoécologie que ce n'est souvent pas gratuit, le système immunitaire. On sait que c'est coûteux de faire fonctionner le système immunitaire. Et donc d'empêcher tous ces candidats potentiels au cancer d'évoluer vers des cancers métastatiques, combien ça coûte? On ne sait pas combien ça coûte. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est certainement pas gratuit. Ça veut dire que même quand il n'y a pas de cancer, vous ne pouvez pas occulter cette variable pour comprendre le fonctionnement d'un organisme. À mon avis, ça peut même expliquer une grande partie de la variabilité interindividuelle, pourquoi certains ont besoin de plus de temps de sommeil que d'autres, par exemple, pourquoi certains sont dominants et pas d'autres dans des groupes animaux. Vous savez, donc évidemment, cette utilisation du système immunitaire contre le cancer, évidemment, puisque tout est régi par des trade-offs, stipulant que nous sommes régis par des budgets d'énergie qui sont limités et limitants. Forcément, tout ce qui est investi dans une fonction n'est pas accessible pour d'autres fonctions.
et donc du coup pourrait complètement impacter des variables écologiquement pertinentes. Il n'est pas exagéré de dire qu'on n'a aucune idée de tout ceci à l'heure actuelle dans la faune sauvage. Alors pourquoi il y a aussi peu d'informations? C'est vrai que les données sont difficiles à collecter, et puis vous allez voir que même quand il y a des données, ce n'est pas toujours facile de les interpréter. Prendre un petit exemple tout bête, vous allez tout de suite comprendre. Un petit rongeur dans la nature, il peut mourir d'un cancer, bien sûr, mais en fait, il mourra d'un cancer seulement s'il n'est pas mort avant d'une autre cause, certainement plus probable, un prédateur, une sécheresse, une inondation. Ce qui fait que, bon, même s'il peut mourir du cancer, si vous demandez à des gens qui capturent des micro-mammifères dans la nature, ils vont dire, bah non, je ne vois jamais de tumeur, c'est une cause complètement anecdotique. Imaginez la même espèce dans un environnement où il y a beaucoup moins de prédateurs. Cette fois, les organismes vont vivre plus longtemps. Et s'ils vivent plus longtemps, eh bien, il y aura plus de cancers. Et puis, dans un environnement extrêmement protégé comme le laboratoire, on s'aperçoit que c'est 46% des mammifères sauvages. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'en fonction de qui observe et conclut, on peut passer d'une raison complètement anecdotique à une raison majoritaire. C'est déjà pour vous montrer à quel point établir une statistique sur le risque de cancer, c'est compliqué. Alors bien sûr, il y a des données dans la faune sauvage captive qu'on récolte à l'heure actuelle. On passe dans tous les zoos de France. On a beaucoup de données qui s'accumulent. C'est intéressant, mais ce n'est pas non plus parfait, puisque il y a plein de variables qui changent par rapport au mode de vie normal, l'activité, la nourriture, le régime de reproduction, la densité, et tout ceci influence les risques de cancer. Donc clairement, il n'est pas exagéré de dire qu'on n'a aucune information aujourd'hui sur la fréquence des cancers chez la plupart des espèces, sur la forme de cette courbe avec le développement tumoral, sur la distribution. Et donc bien sûr, un premier challenge serait de collecter des données chez un grand nombre d'espèces. Alors bien sûr, ce n'est pas une tâche qui est facile, mais on ne doit évidemment pas décider qu'un phénomène est biologiquement important ou pas en fonction de la difficulté de la tâche. Pour les scientifiques que nous sommes, le vrai challenge, c'est de mettre au point les vrais outils pour accéder à l'information. Alors ce qui est très amusant, c'est que il y a quelques années, on avait exactement le même souci avec les parasites et pathogènes en tout genre qui étaient complètement ignorés par les écologistes. Et à la suite de travaux ces dernières dizaines d'années, où on avait les outils appropriés pour étudier les choses comme il fallait, aujourd'hui, il n'y a pas un seul écologiste sérieux qui va reconnaître que les parasites ne jouent pas de rôle dans le fonctionnement des écosystèmes. Et donc le challenge aujourd'hui, c'est d'accéder à cette information-là par rapport à cette pathologie très particulière qu'est le cancer. Et seulement lorsque l'on aura accès à cette information, on pourra s'intéresser à pas mal de variables. Compétition apparente, les communautés, prédation, enfin j'accélère un peu parce que je vois que le temps passe. Donc vous savez que dans la compétition apparente, souvent la compétition entre plusieurs espèces peut être médiée par une autre espèce. Typiquement c'est connu avec les parasites. En absence de parasites, vous pouvez avoir une espèce A qui va dominer une espèce B. Mais si cette espèce A est en même temps plus vulnérable à un parasite, eh bien vous allez avoir une image complètement opposée de cette compétition, donc ce qu'on appelle la compétition apparente, puisqu'en fait, elle est due à un parasite. Et en fait, je pense qu'on a la même chose avec le cancer, puisque ça touche de façon différentielle les espèces et les individus. Et typiquement, certaines espèces, comme le rat taupe, n'ont jamais de cancer. Donc vous voyez qu'il y a un certain prix à payer, par contre. Voilà. Donc le rat taupe, qui est donc souterrain, qui vit en Éthiopie, aucun cancer connu chez cet animal. Et pire que ça, si vous lui greffez des cellules cancéreuses, la maladie ne prend jamais. Une espèce totalement résistante au cancer. Donc il y a beaucoup de travaux sur cette charmante petite bête. Voilà. Alors que, comme je disais tout à l'heure, chez d'autres rongeurs, ça peut être 46%. Alors cette plus grande vulnérabilité au cancer risque d'être exacerbée dans un monde de plus en plus pollué dans lequel nous vivons, puisque les polluants vont venir augmenter les taux de cancer chez des espèces qui ont déjà une vulnérabilité plus ou moins forte à cette pathologie, ce qui fait qu'a priori, celles qui sont déjà plus vulnérables au cancer devraient être les premières à partir dans des environnements pollués. Cette plus grande vulnérabilité au cancer n'est pas simplement due à des raisons génétiques, elle peut être due aussi à des raisons écologiques. C'est montré par exemple que les poissons qui vivent au contact du sédiment ont plus souvent des cancers. Et donc tout ça finalement pour vous dire qu'en environnement pollué, ce qui va déterminer la probabilité de mourir ou pas par cancer, ce n'est pas une stricte corrélation, ça dépend de la capacité de chaque espèce, j'ai envie de dire, à convertir la pollution en cancer, ce qui veut dire que le cancer apparaît comme une variable en elle-même. Ce n'est pas simplement un truc complètement corrélé à la pollution. Il est bien établi que les gens qui ont un cancer ont souvent une immunosuppression. Paradoxalement, on ne sait absolument pas quelle est la contribution du cancer au maintien des communautés pathogènes dans l'environnement. Est-ce que c'est 10%, 40%, 80%? On n'en sait strictement rien.
Là encore, tout dépend de la forme de la courbe entre le développement tumoral et l'immunité. Là encore, la distribution des stades cancéreux. Quel est le lien, par exemple, avec ce qu'on appelle les super spreaders, ceux qui sont capables d'infecter un nombre disproportionné d'individus? Est-ce que ceux-là, par exemple, sont des individus qui sont porteurs de tumeurs plus ou moins avancées? On n'en sait strictement rien. Les cercles vicieux. Donc les individus en mauvaise condition sont plus susceptibles aux pathogènes, ce qui diminue leurs conditions, etc. Quel est le rôle des processus oncogéniques dans l'initiation donc, de cette dynamique qui joue un rôle absolument majeur pour comprendre donc, la dynamique des infections dans les écosystèmes? La prédation, je ne me surprendrai pas en disant que c'est une variable importante dans le fonctionnement des écosystèmes. Tous les écologistes s'accordent pour dire que souvent ce sont les proies affaiblies ou malades, typiquement les proies infectées, qui sont consommées de façon préférentielle par les prédateurs. Et de façon amusante, même si le cancer vient très souvent mimer les effets d'une infection, c'est-à-dire que les individus sont affaiblis, mangent moins, etc., là encore, on ne connaît strictement rien du rôle de cette pathologie dans la dynamique des interactions prédateur-proie. Toujours cette fameuse information qui nous manque pour la plupart des espèces. Et donc, du coup, avant que des généralisations puissent être faites sur le rôle du cancer dans cette dynamique, il y a encore beaucoup de travail. On peut après avoir des interactions complexes. Typiquement, dans les habitats modifiés par l'homme, où on a moins de prédateurs, on va typiquement avoir des proies qui vont vivre plus longtemps. Si elles vivent plus longtemps, elles vont développer davantage de cancer et peut-être être impliquées dans des cercles vicieux. Là encore, des choses passionnantes à étudier, à modéliser. D'autres types d'interactions complexes. Certains travaux ont montré que la présence des prédateurs était capable d'avoir un effet négatif sur l'immunité des proies et donc d'influencer les dynamiques parasitaires. Or, le système immunitaire, il intervient également vis-à-vis des cellules cancéreuses et ils ont des interactions réciproques. Donc, est-ce que la pression de prédation entraîne des modifications dans la fréquence du cancer dans les populations de proies? Voilà, pour terminer, donc j'espère vous avoir convaincu, au moins dans cette dernière partie, que les processus oncogéniques, depuis les lésions précancéreuses considérées comme inoffensives, même si ça peut être coûteux de les empêcher d'évoluer vers autre chose, jusqu'au cancer métastatique, est certainement une variable qui influence, comme ne le fait pas d'autres pathologies, sauf les maladies infectieuses, le fonctionnement donc, des écosystèmes. Alors certes, le cancer est négatif au niveau individuel, mais on ne sait absolument pas, éventuellement au niveau des populations, si ceci ne pourrait pas finalement maintenir de la biodiversité, simplement parce que vous allez exploser la palette des phénotypes dus à cette pathologie. On n'en sait strictement rien. Donc des recherches interdisciplinaires absolument passionnantes à réaliser dans le futur, donc, que nous menons actuellement au sein de mon laboratoire, où on regarde comment évoluent des communautés de pathogènes dans des populations avec des nombres variables d'individus cancéreux. Donc ces interactions, évidemment, sont complexes et réciproques. Quand un prédateur mange une proie cancéreuse, il contribue également à diminuer la fréquence des gènes responsables du cancer dans la population, donc des choses qui ne sont pas forcément simples et triviales. Et cette étude nous permet également de mieux comprendre une partie de nos cancers, qui certes est due en grande partie à l'heure actuelle à l'allongement de la durée de la vie chez l'espèce humaine, et puis à notre mode de vie qui est en décalage complet avec ce pourquoi nous avons été optimisés pendant toute notre évolution. Je veux dire, aujourd'hui, on mange trop, on ne bouge pas assez. Avant, je lisais un article l'autre jour qui disait qu'on marchait en moyenne 12 km par jour pour trouver souvent une petite racine à partager en 6. Alors c'est vrai que de temps en temps, on tuait un mammouth, mais là, c'est un petit peu comme si on tuait un mammouth tous les soirs, quoi. Quand il fait chaud, on met la clim. Quand il fait froid, on met le chauffage. Donc on a vraiment ce qu'on appelle donc un mismatch, un décalage. C'est un petit peu, là encore, si on donnait de la salade à un lion pendant plusieurs mois et qu'on disait, je ne comprends pas, il n'est pas en bonne santé, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, et donc du coup, ça permet de comprendre une partie aussi des raisons naturelles de nos cancers, puisque nous avons, comme n'importe quelle espèce, été façonnés au cours de l'évolution, avec donc des vulnérabilités. Donc c'est la raison pour laquelle on a créé donc, le Centre de recherche écologique et évolutive sur le cancer à Montpellier. Donc les principaux challenges de ce centre donc, sont de comprendre l'origine évolutive du cancer, donc ce que je disais tout à l'heure, d'où vient cette maladie, pourquoi certaines espèces sont absolument pas concernées par le cancer et d'autres sont au contraire très fragiles au cancer, de prédire l'émergence, la progression et le processus métastatique, d'améliorer les thérapies, bien sûr en collaboration étroite avec les milieux médicaux, ce qui n'est pas forcément le plus simple à faire, puisque c'est vrai que dans le milieu médical, souvent,
Ils ont un complexe de supériorité par rapport aux pauvres écologistes que nous sommes. Voilà. Et donc, du coup, c'est pas forcément facile de convaincre, mais c'est un beau challenge humain également. Et puis, comme je vous disais, donc d'apprécier le rôle de cette pathologie dans le fonctionnement des écosystèmes. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. On peut vous passer tous les articles qu'on sort sur ce sujet-là. Et puis, je terminerai juste en faisant un tout petit peu de pub. Donc, avec Michel Raymond, nous pilotons une collection qui s'appelle Santé, médecine et sciences de l'évolution. Donc c'est vraiment pour essayer de promouvoir des recherches à l'interface entre le milieu médical et la biologie évolutive. Donc le premier tome est sorti l'an dernier, donc c'est une introduction. Le second est sorti cette année sur les maladies infectieuses. Le troisième sort cette année aussi sur les maladies mentales. Le quatrième sera sur le cancer. Voilà. Et je terminerai aussi en vous disant que peut-être le gros bouquin que vous connaissez, Biologie évolutive, donc la seconde édition va sortir en fin d'année. Voilà, je vous remercie pour l'attention.